Donc, on va faire la suite de ce chapitre de système asservi. On va se retrouver maintenant avec l'analyse d'un système asservi lorsqu'il s'agit d'un deuxième ordre. Alors, donc, comme on avait dit dans le cours précédent, la réponse d'un système asservi dépend du système, est-ce qu'il est de premier ordre ou bien de deuxième ordre. Donc, je passe au deuxième ordre. Les systèmes de second ordre sont régis par des équations différentielles du second ordre ou bien de second degré qui s'écrivent sous la forme suivante. C'est une écriture qu'on peut dire qu'il est usuel ou bien de la forme canonique. Ça veut dire on doit essayer dans ce cours toujours d'écrire les équations différentielles sous cette forme-là, canonique ou bien usuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons d carré de S de la sortie par rapport à dt carré. Ça veut dire c'est la dérivée seconde de S qui multiplie un coefficient 1 sur oméga n au carré plus un coefficient xi sur oméga n dérivé de S sur dt plus la sortie S de t égale à k e de t. Donc, d sur dt et d carré de S sur dt carré sont les dérivées première et seconde de la sortie. Alors, vous pouvez trouver dans des livres ou bien des bouquins xi peut s'écrire soit m ou bien z. Alors, les trois constantes oméga n, xi et k sont appelées oméga n, appelées pulsations propres du système, xi appelé coefficient ou facteur d'amortissement et k est le gain statique du système. Donc, il faut tenir cela en tête. Alors, on va voir maintenant, cherchons la fonction de transfert en P de l'équation différentielle. On va expliquer. Donc, là, vous avez 1 sur oméga n, dérivée de carré de S sur dt carré. Alors, pour la dérivée première ds sur dt, donc on la remplace avec, dans le domaine de la place, ou bien complexe, par quoi? P, S de P. Alors, pour dérivée carré de S sur dt carré, c'est quoi? C'est la dérivée, normalement, c'est la dérivée par rapport à dt de quoi? De ds sur dt. Donc, la première, c'est p fois s de p, et la deuxième, c'est p fois. Donc, on aurait p fois ps de p. Ça veut dire, je vais trouver p carré s de p. D'accord? Donc, celle-ci, on l'a déjà vue. Par contre, pour l'autre, la dérivée seconde de S sur dt carré, ça donne P au carré S de P. Alors, donc, tout simplement, j'ai expliqué, puis après, j'ai donné le résultat. D'accord? Donc, regardez. Donc, vous aurez 1 sur oméga n au carré, p carré s de p, plus 2 xi sur oméga n, ps de p, plus s de p égale ke de p. Tout calcul fait, je vais trouver s de p sur e de p égale k sur p carré sur oméga n au carré, plus 2 xi p sur oméga n plus 1. Un petit rappel, qu'est-ce qu'on peut dire de k? C'est la constante ou bien c'est le gain statique. Qu'est-ce qu'on peut dire de oméga n? C'est la pulsation propre. Et c'est quoi le xi? C'est le coefficient d'amortissement. Très bien. Alors, système de deuxième ordre. Donc, on va voir maintenant la réponse indicielle. C'est quoi la réponse indicielle? Donc, la réponse d'un système de deuxième ordre pour un échelon unitaire à l'entrée dépend de la solution de l'équation caractéristique suivante. Regardez,
Donc là, nous avons 1 plus. C'est une équation de deuxième ordre. Si je prends cette équation et je mets égal 0, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de ce système. Alors, donc il dépend de l'équation caractéristique qui est p carré sur oméga n plus 2 xi p sur oméga n plus 1 qui est égal à 0. Alors, donc c'est une équation de deuxième ordre. Tout simplement, on va calculer le delta qui est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire là, le b carré, comme si vous avez une équation de premier ordre, de ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc, pour moi, donc delta c'est b carré moins 4ac. Donc là, c'est 2 xi sur oméga n au carré, ça donne 4 xi carré sur oméga n au carré, moins 4 sur oméga n au carré. Regardez, qui est égal à 4 sur oméga n au carré, facteur de xi carré moins 1. Donc, selon la valeur de delta, je peux trouver soit un delta positif, soit un delta négatif, soit un delta nul, soit un delta égal 0. Alors, égal 0. Alors, normalement, qu'est-ce que je peux dire? Pardon? Donc, si vous avez delta égal à 0, donc vous aurez une solution, ou bien deux solutions qui sont les mêmes. Si vous avez delta positif, donc vous aurez deux solutions réelles, et si vous avez delta négatif, vous aurez deux solutions complexes. Alors, donc, qui va nous préciser si delta négatif ou bien positif ou bien nul, c'est la valeur de xi. Si xi, par exemple, égale à 1, cela veut dire delta égale 0. Et si xi supérieur à 1, cela veut dire que delta supérieur à 1. Si vous avez xi entre 0 et 1, cela veut dire que delta est négatif. Pardon? Donc, en plus, pour le schéma bloc correspondant, c'est ce qu'on a pris au début, S de P sur E de P égale. C'est bon? Alors, cherchons maintenant la réponse, comme j'ai dit, selon les valeurs de delta. Alors, donc, delta positive, cela équivalent à xi supérieur à 1. Alors, tout calcul fait, on trouve S de t est égal à k fois u de t moins k sur 2 la racine de xi carré moins 1, facteur de xi plus la racine de xi carré moins 1, exponentielle plus. Alors, généralement, on ne vous donne pas cette valeur, mais on peut vous donner une forme de la sortie. Alors, pour moi, il se peut que S de t soit, par exemple, la vitesse du moteur à courant continu. Alors, on va essayer de tracer la sortie S de t en fonction du temps. Alors, dans le cas où xi est supérieur à 1, et dans le cas où xi est très supérieur à 1, et dans le cas où xi égale à 1. Alors, cette forme-là est dite forme de fonctionnement apériodique. Ça veut dire qu'il n'y a pas des oscillations. Alors, il vous rappelle quoi cette forme? Elle est presque égale à celle de l'exponentielle, mais ce n'est pas exponentiel. Regardez, il y a une tangente ici à 0 qui est horizontale et non pas comme l'exponentielle. Alors, si vous avez par exemple ces trois courbes, lequel des systèmes est rapide? Alors, tout simplement, c'est celui qui peut s'approcher vite vers la valeur finale, cela veut dire lorsque xi égale 1. Alors, on passe. Donc, pour delta égale à 0, cela veut dire que xi égale à 1. La sortie sera S de t égale à ku de t moins k facteur de 1 plus oméga n t fois l'exponentielle de moins oméga n t.
D'après l'étude menée précédemment, ça veut dire celle-ci, vous avez le xi égale à 1 qui donne delta égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire, d'après l'étude menée précédemment, nous obtenons une réponse qui tend très rapidement vers l'asymptote, voire figure qu'on avait vue. Très bien, je passe. Alors, pour delta négatif. Alors, delta négatif, cela veut dire impose que xi est compris entre 0 et 1. Delta négatif, ça veut dire vous aurez deux solutions qui sont complexes. Complexe, ça veut dire fait introduction au nombre complexe en J. Alors, pour nous, donc on aura une forme où il y a un cosinus ici et un sinus, ça veut dire qu'il y aura des oscillations. Alors, on peut opter à deux expressions, S de t est égal, ou bien la seconde, S de t est égal à KU de t, K moins. Regardez là, normalement, il y a une forme KU de t qui est sous forme d'échelon, moins quelque chose qui est oscillatoire. Alors, nous constatons que la réponse du système est constituée de la différence de deux signaux, KU de t échelon, de hauteur K, et un signal sinusoïdal encadré par une enveloppe exponentielle, qui est évidemment décroissante et qui tend donc vers 0 en oscillant. Alors, je m'intéresse à la forme. Je m'intéresse, j'ai dit, à la forme. Alors, regardez, donc, lorsqu'on voit cette réponse où il y a des oscillations, cela veut dire que le système il est d'ordre supérieur à 1, et en particulièrement ici pour nous, c'est de l'ordre 2. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? Donc, comme j'ai dit pour xi négatif, donc on peut dire qu'il y a quelque chose qui est sinusoïdal, mais pas sûrement sinusoïdal. Pourquoi? Parce qu'il y a là une enveloppe, exponentielle. Mais je m'intéresse à quoi? À une pseudo-période. Une pseudo-période. Shibh Daur. C'est là. Je l'ai appelé la période TP. Je peux aussi le mesurer ici. Ou bien dans les ventres. Là. Donc, c'est la valeur de TP. Alors, là, c'est une forme oscillatoire, amortie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stabilité? Cette partie-là donne quelque chose qui est stable parce qu'il tend vers une valeur qui est constante, K. Alors, donc toujours, les oscillations sont d'autant plus importantes en hauteur et en durée que le facteur d'amortissement est faible. C'est-à-dire, lorsque je m'approche à 1, j'attends à quelque chose qui est fin. Par contre, si xi tend vers 0, ça veut dire les oscillations augmentent beaucoup. Alors, regardez, voir lorsque le facteur d'amortissement atteint 0, s'il est nul, le signal de sortie est une sinusoïde oscillant entre 0 et 2K. Une sinusoïde, ça veut dire il va être de cette forme-là. Donc, sinusoïde qui est entretenue. Ça veut dire qu'il reste tout le temps. Alors, donc, selon le coefficient d'amortissement, on aura les réponses suivantes. Si xi supérieur à 1, on dit régime amorti. Il n'y a pas le S là. Hein?
le coefficient d'amortissement, ne possède pas d'unité. Alors, régime amorti, c'est xi supérieur à 1. Régime critique, lorsque xi égale à 1. Et le régime oscillatoire amorti, lorsque xi est inférieur à 1. Là, je peux dire qu'il y a une pulsation de signal sinusoïdale enveloppée, comme j'ai dit, par une exponentielle décroissante et qui a pour expression, c'est ce qu'on appelle la pulsation, la pseudo-pulsation. Donc, oméga p égale oméga n racine de 1 moins xi au carré. Alors, elle est appelée pseudo-pulsation du régime oscillatoire amorti. Elle est toujours inférieure à la pulsation propre oméga n. Regardez, la pulsation oméga n, on l'a définie au début de ce petit chapitre-là, c'est la pulsation propre. Par contre, ici, oméga p, c'est la pulsation, c'est la pseudo-pulsation. C'est égal à oméga n, la racine de 1 moins xi au carré. Alors, il va nous donner aussi une période, pseudo-période, qui est 2π sur oméga p, qui est égal à 2π sur oméga n, la racine de 1 moins xi au carré. Merci pour votre attention. Au prochain cours, Inch'Allah. Bon courage.